Bienvenue, chers téléspectateurs, à cette deuxième partie. On restera toujours avec les déclarations de Tebboune et ce fameux gouvernement, puisque apparemment M. Tebboune est toujours en train de chercher des hommes instruits et compétents pour ce nouveau gouvernement. M. Gamal Abina, on va essayer d'écouter Tebboune. Ce qu'il avait dit, hein, c'est les critères pour ce nouveau gouvernement. Je reviens à vous. سيادة الرئيس، هل التشكيلة الحكومية الجديدة ستعرف دخول الأحزاب وأنتم تتكلمون عن الأحزاب وعن الحوار مع الأحزاب؟ أنا مانيش ملتزم إلا بالدستور. الدستور يقول ما دام في أغلبية رئاسية الحكومة تكون كما لازم تكون وخلاص. سي با الانتماء، ماهوش الانتماء اللي يخلي الإنسان يكون وزير ولا ما يكونش، سي الكفاءة وحب الوطن. بيان سور كاع فيهم حب الوطن، هذه ماشي حتى في واحد، ولكن الكفاءة في التسيير، كفاءة مش أفكار نظرية. Monsieur Gamal Abina, qu'est-ce que vous en pensez? Il cherche que des compétences. C'est pas intéressant l'affiliation politique et partisane, mais le plus important, c'est d'avoir des hommes capables, compétents pour essayer d'appliquer, si je peux dire, le programme du président. Bon, il y a déjà des hommes très compétents, mais moi, ça me va très bien. Je n'ai pas de problème avec ça. D'ailleurs, ça ne vous choquerait pas quand ça vous n'êtes pas choqué quand Macron a cherché un gouvernement de technocrates, de compétences pour pouvoir assurer sa continuité. Donc, je pense que l'idée, c'est quoi qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, les partisans, ceux qui font la politique partisane, donc il y aura parti, sont dans une quête de pouvoir, ce qui est logique. En revanche, ceux qui ont peut-être l'intérêt national au-dessus, ce qui est mon cas d'ailleurs, moi je suis pour l'intérêt national, et qui sont nommés, puisque c'est des nominations, les ministères, et qui ont les compétences nécessaires et requises pour obtenir un résultat, ça ne me choque pas qu'ils choisissent ce genre de personnes. Pourquoi ? Parce que quand on est dans un ministère, le but c'est d'atteindre des objectifs. Ce n'est pas d'atteindre les objectifs d'un parti, mais des objectifs d'un État. Et quel que soit le ministère à occuper, quels que soient les objectifs qui doivent être fixés à l'avance, effectivement, on n'est pas là pour batailler avec la présidence ou entre différentes factions de courants politiques. Ça n'a aucun intérêt. Donc, qu'il propose là, ça ne me gêne pas. Après, il y a un autre aspect qui me dérange dans les interventions que j'ai entendues. Je veux bien qu'on soit un opposant, on a le droit d'être opposant, ça ne me dérange pas. La problématique, c'est la question du respect. Je ne trouve pas normal qu'il y ait un manque de respect vis-à-vis de la fonction présidentielle. Qu'on ne soit pas d'accord politiquement, on a le droit. Mais qu'on prétende qu'un président n'est pas président parce qu'on ne l'aime pas, c'est ridicule. Il faut arrêter ce genre de choses. Moi, j'ai une détestation de Retailleau, je ne l'ai pas insulté en dégradant sa fonction. Il est resté ministre de l'Intérieur, je l'appelais ministre de l'Intérieur. Donc il faut quand même être respectueux vis-à-vis des fonctions. C'est un minimum de courtoisie à avoir. Apprenez le respect, s'il vous plaît, parce que sinon, si on déborde à chaque fois dans les invectives, les insultes, et puis un coup l'agitateur, et un coup le payé, et puis un coup c'est pas un président, ça n'a fait pas avancer le débat. Si vous prétendez être des démocrates, si je viens chez vous, c'est pourquoi ? C'est pour ouvrir le débat des échanges, pour effectivement confronter les idées et faire en sorte que les téléspectateurs se forgent une opinion solide sur des discussions, pas sur les invectives. Insulter les gens, ça n'apporte rien. Proposer des choses, ça apporte des choses, effectivement. Et moi, je pense qu'effectivement, concernant la question du président qui veut nommer un gouvernement de compétences, mais qui va lui reprocher ça? Bien évidemment. Absolument. Je crois qu'il n'y a personne qui va vous reprocher d'être d'accord avec cette idée, hein, choisir les meilleurs pour le gouvernement. Sauf que le problème, M. Abina, ce n'est pas la première fois. On va écouter cette vidéo. En 2024, il avait dit la même chose. Ça fait 2 ans qu'il nous a promis, soit on n'a plus de compétents, en Algérie, elle est vide, il n'y a plus d'hommes compétents, donc Mazel, en 2024, on cherche toujours en 2026, soit on ne sait pas choisir. On va écouter Tebboune, ce qu'il avait dit pendant les dernières années, depuis 2021 jusqu'à maintenant. Il insiste sur cette compétence, cette fameuse compétence dont on cherche toujours. هل رئيس الجمهورية غير راضي حقا وهل هو غاضب؟ صح، يعني اللي دار ملاحظة صائبة. أنا الحكومة إن شاء الله إذا وفقنا الله عز وجل أنني نبحث على أكبر كفاءات وأحسن كفاءات في هذه البلاد. المراجعة ضرورية عندنا وفي دول أخرى، يعني التغيير في بعض الأحيان رحمة. اللي يخلي الإنسان يكون وزير ولا ما يكونش تصير كفاءة. أنا صح راني مقلق بزاف منها، ونوصل للشيء اللي باغي نوصلوا إن شاء الله بقدرة الله عز وجل وبالرجال اللي كان. أنا في الدولة عندها رجالها ثاني كذا.
C'est ça qui sème le doute, M. Abina, sur cette déclaration. Vous dites comme quoi il a raison de choisir les compétences, que je ne crois pas qu'il y a un Algérien qui va pas être d'accord avec vous. Sauf que, comme on vient de le voir, il nous a promis cela en 2024. En 2023, il était vraiment fâché contre les ministres en place parce qu'ils ne faisaient pas leur travail. Ça fait 6 ans. On cherche toujours ces compétences, M. Abina. On ne les trouve plus. Il n'existe plus de compétences en Algérie. Vous allez dans le sens de ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, il y a des compétences. Mais quand on est partisan, donc quand on a un parti, quand on a une position politique, on n'est pas forcément efficient. On n'a peut-être pas envie de bien réussir son mandat. On a peut-être envie de travailler pour une carrière personnelle. Ce qui est intéressant, c'est que comme on va faire l'analogie avec l'équipe de foot. Quand on a une équipe de foot, on peut avoir de super bons joueurs. Si l'architecte de cette équipe ne choisit pas les meilleurs joueurs sur un panel considérable national, je veux dire, on ne parle pas de, c'est pas 3 compétences qu'on a en Algérie, c'est une multitude de compétences. Et bien sûr, on ne choisit pas les meilleurs joueurs qui interagissent entre eux et qui font le meilleur résultat, on n'obtient pas de résultat. Là, c'est pareil. Évidemment qu'il a tenté plusieurs fois, et il a raison, d'avoir des compétences les plus efficientes, les plus efficaces. La nouveauté, c'est ce que ceci dit quoi? Il dit, je veux surtout la compétence pour des résultats. Le caractère partisan ne m'intéresse pas. Et il a raison, parce qu'à chaque fois qu'il prend une décision, il y a des moments où il y a des freins. On connaît l'administration lourde algérienne. On sait que ce soit de la base à la tête, il y a des mauvaises habitudes qui ont été prises. Lui, il a des ambitions qui sont quand même louables. Il atteint des objectifs parfois, mais d'autres objectifs sont moins vite atteignables. Donc, il faut des gens qui soient réceptifs et en compétences. Vous pouvez avoir 2 compétences qui semblent égales, un qui a 8, l'autre qui a 10. On préfère le 10, mais il faut le trouver. Et ça, c'est à l'usage, c'est à l'épreuve, c'est au moment où on nomme la personne qu'on voit sa qualité. C'est pas au jugé au doigt mouillé ou à la parole donnée. Donc, il est logique qu'il cherche des compétences. Elles sont existantes en Algérie. Vous savez, je suis allé quasiment pendant 1 an non-stop. J'ai observé la qualité de certaines personnes, j'ai observé la médiocrité d'autres, ça arrive aussi. Mais j'étais heureux de constater, moi qui travaille dans les médias depuis des années, depuis 20 ans, bientôt 20 ans, qu'en Algérie, sur le secteur des médias, il y a des compétences extraordinaires qui parfois sont peut-être moins rapides que d'autres, mais elles sont vraiment bien formées. Donc c'est là-dessus que je mettrai à Paris et je pense que le président fait bien de le faire. Et je pense encore une fois, et je le rappelle, juste pour conclure mon propos là-dessus, qu'il a fait un appel à ce que la diaspora revienne et même à l'opposition. Il a dit aux opposants, n'hésitez pas à revenir investir chez vous. Je pense qu'aujourd'hui, si on veut une victoire politique en Algérie, elle doit d'abord et avant tout être une victoire économique. Ça veut dire quoi, opposition, M. Abina? Vous dites, il a appelé les opposants, d'un autre côté, il ne faut pas être à la politique, il faut être à la politique et il ne faut pas faire la politique, même si tu... Comment on peut être opposant et ne pas faire de la politique? Un film extraordinaire, c'est dommage parce que l'histoire, j'ai travaillé à mort dessus. J'ai fait un travail considérable sur l'histoire algérienne. On a fait des films, des documentaires, des écrits. Je travaille avec des grands historiens que vous connaissez, Mohamed Harbi, Jean-Luc Anodi, bref. Et donc, confondre les époques, ça me fait rire, ça n'a aucun sens. C'est vraiment faire un travail qui est uchronique au mieux, ou au pire des cas. C'est vraiment de dire, on va faire un rapport où on dit le passé, on a fait, donc aujourd'hui c'est pareil. Ça n'a rien à voir. Dans le passé, l'étoile nord-africaine, qui était destinée à libérer l'Afrique du Nord, de Messali Haj, l'a fait à partir de la France, parce qu'en Algérie, ce n'est pas possible, simplement parce que ce n'est pas une question de diaspora. Non, je vous comprends, mais je veux juste revenir à ce que vous voulez dire. J'en arrive à ça, justement. Là, il y a une logique. Moi, quand je vous réponds, tout est parfaitement calibré. Donc, ils ont fondé effectivement des mouvements d'opposition parce qu'ils étaient sous colonisation et qu'on ne pouvait pas faire grand-chose en Algérie parce que c'était vraiment une chape coloniale puissante. La différence d'aujourd'hui et d'hier, c'est qu'hier, il fallait des cadres formés qui étaient un peu partout dans le monde pour porter la question algérienne. Aujourd'hui, c'est pas pareil. On a des droits en Algérie comme en France ou comme dans tous les pays du monde, on vote dans le lieu où on vit, ce qui est normal, et il est difficile de dire à l'Algérien de l'étranger, va voter en Algérie, va donner ton opinion sur le Parlement, alors que tu vis à l'extérieur. C'est quand même très culotté. Donc il est logique de dire effectivement que cette diaspora arrive, et je le vérifie tout le temps, à chaque salon, ils viennent avec le but d'investir dans leur pays, parce qu'ils voient leur pays comme un Eldorado de réussite, et ils y croient, plutôt que d'investir dans la politique, puisqu'ils sont loin géographiquement de la politique. À l'époque, la politique était proche de nous. Donc il est logique que le président dise effectivement que cette diaspora, il l'a constaté lui-même, un intérêt grandissant pour l'investissement dans le pays, la réussite, et qu'elle est moins intéressée par les questions de politique nationale parce qu'elle ne la connaît pas, tout simplement. Vous me demandez, tout à l'heure, il y a un délire qui a été dit sur l'extrême droite, surpuissante et tout. Je rappelle que l'extrême droite, c'est 45%. Alors, il y a 2 extrêmes droites en Europe. Il y a l'extrême droite racialisante, raciste française, anti-algérienne, il faut le préciser. Et il y a l'extrême droite italienne, qui est une extrême droite nationaliste. Et vous pensez, M. Abina, que, par exemple, M. Lelou Halimi et tous ceux qui vivent à l'étranger ne connaissent rien de la politique algérienne, c'est ça ce que vous voulez dire? Là, sont de là-bas, c'est pas pareil. Ils viennent de là-bas.
Ils sont formés là-bas, ils sont nés là-bas. Voilà, mais ils font partie de la diaspora. Mais ça fait des années qu'ils vivent à l'extérieur. Ils font partie de la diaspora. Est-ce qu'ils ont le droit de faire la politique? C'est ça ce que... Les expatriés, c'est pas la diaspora, confondez pas. La diaspora est installée, est née en France comme moi, a vécu en France ou à l'étranger, a toujours vécu là. Les expatriés depuis les années 90 sont les gens qui sont partis du pays pour aller s'installer ailleurs. Ils n'ont pas nécessairement les papiers du pays, ils sont souvent des résidents et ils ne sont pas du tout considérés comme la diaspora. C'est pas ce qu'on appelle la diaspora. Ce sont des opposants, effectivement, pour certains d'entre eux. D'autres qui sont partis pour des raisons politiques, on le sait aussi, ou économiques. Okay. C'est pas la diaspora. Ces gens-là sont d'Algérie. Faut pas confondre. Moi, quand j'ai la diaspora, c'est ceux qui sont nés en étranger, c'est ça? Ah, la diaspora, pour l'essentiel, c'est ça. Les autres, c'est les expatriés. C'est quand même différent. Ok, ça c'est nouveau. Même Tebboune l'avait dit, comme quand la diaspora, on les a formés en Algérie, et ils sont partis à l'extérieur. Donc ils sont formés en Algérie, ils sont nés en Algérie, mais Tebboune les a décrits comme diaspora. D'accord, il a fait un package, mais je fais le distinguo entre la diaspora qui est née à l'étranger, qui est un produit extérieur, comme les Chinois, la diaspora chinoise est née à l'étranger. Et ceux qui vont à l'étranger sur le tard, ils sont algériens d'Algérie. Ils ne sont pas ni français, ni américains, ni quoi que ce soit. Eux, ce ne sont pas des produits nationaux, c'est une diaspora particulière, c'est une diaspora d'expatriation, alors que nous, on est nés ici. Ok, très bien. Monsieur Djed Halimi, j'aimerais bien écouter encore... c'est bien de revenir un petit peu en arrière, écouter les déclarations des quelques responsables. J'ai les 4 derniers premiers ministres qui ont été nommés sous l'ère de Tebboune. Et on va les écouter. Tout le monde apparemment sont d'accord avec le grand projet de M. Tebboune. Et pourtant, tout le monde, ils ont été limogés. On va écouter leurs déclarations. وأنا متأكد بأن ما يحتويه برنامج السيد الرئيس يمكننا من العمل في إطار المصلحة الوطنية العليا. سيزيدنا عزما على العمل بكل جهد وتفاني من أجل تطبيق فعال البرنامج النهضوي للسيد رئيس الجمهورية. هذا البرنامج الذي سوف يسمح للجزائر بتحقيق انطلاقتها الاقتصادية المنشودة. وإنني كل عزم وإرادة على تنفيذ برنامج السيد رئيس الجمهورية الطموح والذي وضع الطابع الاجتماعي للاقتصاد الوطني وبالتالي المواطن الجزائري فوق كل اعتبار. الجمهورية نكون معكم صادق. وش قال لي بالحرف الواحد عندما توليت الوزارة الأولى؟ قال لي باللغة الأجنبية notre mission c'est le peuple. المهمة تاعنا هي الشعب. إذا تأكدوا باللي الحكومة الحالية المهمة تاعها هي الشعب في خدمة. Monsieur Djed, est-ce que vous comprenez cette situation? On parle des compétences, on choisit que les meilleurs. Ces premiers ministres, quand on les a nommés, apparemment c'était les meilleurs, c'était pour cette position, mais après on les a limogés. M. Sifi, c'est le dernier, peut-être il va pas, je ne sais pas s'il va survivre ce nouveau changement de gouvernement. Comment vous réagissez à ces paroles? On choisit les meilleurs, les compétences, ça fait des années qu'on les attend, qu'on les cherche. Si on essaie de se concentrer sur les détails, on va se noyer dans un petit verre d'eau. Je pense qu'il vaut mieux regarder l'image at large. C'est que le peuple algérien a diagnostiqué un cancer dans notre pays, malheureusement. Et au lieu de lui faire subir des séances de chimiothérapie, on a peur, on essaie de retarder ça. C'est incertain le résultat, c'est douloureux. Mais à la place, ce qu'on lui donne, on lui donne des paracétamol. Et moi, je vois que ces gouvernements-là, c'est des petites doses de paracétamol. Jusqu'à maintenant, on est dans le mode « galwesh galderna ». Puis à chaque fois, il y a quelqu'un qui vient avec un discours optimiste, puis part. Mais on sait tous que les ministres, c'est des fusibles qui sautent à la moindre tension pour protéger les véritables décideurs de notre système. Donc, même les gens qui ont côtoyé les ministres, ils savent qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose, puis qu'ils sont là temporairement pour le statut, pour le salaire, pour peut-être la retraite, mais ils vont partir. Puis
nous, le peuple algérien, on va être coincés avec des problèmes qui auraient dû être réglés, des petits problèmes qui auraient dû être réglés, qui se transforment maintenant en grande catastrophe. Moi, je pense que tout bon gouvernement a besoin de 3 composantes minimalement. Ils ont besoin de techniciens, d'ingénieurs techniciens. Ils ont besoin d'administrateurs. Un gouvernement a besoin aussi de politiciens qui occupent des postes de ministres et tout ça, parce que le politicien, il s'occupe d'y aller voir la population pour chercher qu'est-ce qu'il faut faire. Puis par la suite, il va voir les administrateurs et les techniciens qui font partie de l'État pour leur demander comment vous allez faire ça. Et là, le problème chez nous, c'est que le politicien, on l'a emprisonné, on l'a diabolisé, on l'a mis à l'écart. Puis on essaie de mettre des administrateurs à la place des politiciens. Puis malheureusement, c'est ça que ça donne. C'est des gouvernements qui vont échouer à leur mission, ils sont là juste pour gérer les affaires courantes, puis pour ne pas faire beaucoup de bruit, pour ne pas générer de la critique. Mais même avec ça, ils ne sont pas capables de le faire parce que les problèmes, quand on ne les gère pas, on va gérer les catastrophes qui sont conséquences de ces problèmes négligés-là. Mais c'est surtout comme monsieur Halimi, j'aimerais bien avoir votre avis sur le programme du président, parce que puisque tout le monde en parle, hein, tous les premiers ministres, ils parlent que de ça. Est-ce que vous avez une idée de ce fameux programme du président? Est-ce qu'il y a une petite idée de... Parce que j'imagine que les présidents dans des pays qui se respectent, ils ont un programme bien établi, comment le financer, comment étape par étape. Chez nous, est-ce qu'on a ce fameux programme de notre président? Je pense qu'il l'a détaillé à un moment donné lors d'une rencontre, lors de sa campagne électorale, la première. C'est les 52 points. Oui, à peu près, je pense. OK. Monsieur Zghel, j'aimerais bien écouter un des enfants du système. Ils ont grandi, ils ont travaillé pour ce système. J'aimerais bien entendre leurs avis sur ce système, comment il fonctionne. Et j'aimerais après avoir votre avis. On va écouter Ben Bitour et Ahmarouche. السلطة اليوم عندها 3 وجوه. الوجه الأول هو سلطة تسلطية ما تقبلش الرأي الآخر، راك معايا وتصفق ولا راك ضدي. لما تكون سلطة تسلطية ما تقبلش الرأي الآخر تكون عديمة المعرفة بحالة البلاد. الميزة الثانية ولا الخصوصية الثانية للسلطة في الجزائر هو سلطة إرثية مش ميراثية، إرثية باتريمونياليست. نظام ولا سلطة إرثية هي فيها قائد تدور حوله مجموعات تتنافس ما بينها لإرضاء القائد للامتياز بتبرعاته. بين المجتمع محسوب كمجتمع متأخر غير قابل للعمل السياسي. الخصوصية الثالثة للسلطة في الجزائر هي سلطة أبوية. السلطة الأبوية يكون القائد أنا هو أب الشعب، عندي الشعب يحبني وشعب وأنا نحبه، وبالتالي كل ما هي مؤسسة وسيطة بيني وبين الشعب كلما ضعفت كلما كنت في أحسن الأحوال. هذا ما يضعف المؤسسات كحكومة كبرلمان إلى آخره. أنا ما نكذبش عليكم، حتى وغدوة راني منتخب بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب رئيس ما نقدر ندير والو. Vous pensez qu'ils ont bien résumé la situation, M. Zghel? Voilà la réalité. Et la réalité de l'homme d'État algérien. On ne peut pas, c'est-à-dire à l'époque, on ne peut même pas considérer comme une opposition en Algérie. C'est des gens qui sortent du système, qui sortent de l'appareil pseudo-politique algérien. C'est ça la réalité. En parlant de compétences, il n'y a pas de recherche de compétences. Il y a une recherche de l'allégeance. On ne cherche pas la compétence, on cherche l'allégeance. Et si par hasard, en cherchant l'allégeance, on tombe sur une certaine compétence, cette compétence-là va être bridée parce qu'elle va être obligée d'appliquer un programme qui n'existe pas, parce que les points exposés par le président de l'État, c'est des engagements, ce n'est pas un programme, et c'est des engagements foireux. Donc, même si on tombe par hasard sur de la compétence, on va la détruire, cette compétence-là, parce qu'elle sera obligée d'appliquer un programme foireux. On a un état d'esprit en Algérie qui est clair. Franchement, il faut comprendre cette réflexion.
l'État algérien n'a pas besoin d'un citoyen qui paie ses impôts. Même si il y a un discours qui est en train de développer sur la récupération des impôts, des petits commerces, des petites et moyennes entreprises et des grandes entreprises, mais sur le terrain, ça n'existe pas. Il n'y a personne qui paie ses impôts. Pourquoi? Parce que l'État n'a pas besoin d'impôts. Eux, ils pompent, ils vendent. Ça, c'est le point A. Un État qui n'a pas besoin d'impôts, un État qui n'a pas besoin d'un citoyen qui paie ses impôts, c'est un État qui n'a pas besoin de citoyens. L'État algérien a besoin de 5 millions d'Algériens qui font marcher l'État algérien. Et quand je dis qu'il faut marcher, c'est-à-dire que le ministre sort, il trouve du poulet cuit. Pour ça, il a besoin de 5 millions d'Algériens. Tout est importé. Même le savoir, la technicité, les services sont importés. Même les chroniqueurs pour Algérie 24 sont importés. Tout est importé. Ils ont besoin de 5 millions d'Algériens. Les Algériens qui restent, on leur construit des cages à poules pour dire qu'on est le pays qui distribue le plus de logements sociaux au monde. Et c'est la vérité. On est le pays qui distribue le plus de logements sociaux au monde. Parce que tous les autres pays de la planète sont bêtes. Ils n'ont pas compris qu'il fallait faire ça. Qu'il fallait acheter la paix sociale à n'importe quel prix. Et ne pas prévoir, juste sur ce point-là, ne pas prévoir la consommation d'électricité. Quand tu construis 1 million de logements, c'est 1 million de compteurs d'électricité, de gaz et d'eau. Vous savez, c'est là notre détail, mais monsieur Zrel, ces critiques que vous venez de dire, on les a déjà entendues depuis des années, mais le pouvoir, le système... Voilà, pourquoi on est en train de vous dire encore? Pourquoi on passe notre temps à nous redire? Non, mais c'était pour vous dire comme quoi l'Algérie est toujours debout, le système est toujours là. Depuis 62, on les critique, mais il est toujours là. Même Tebboune lui-même, il avait dit que tout le monde, il y a beaucoup de gens qui attendent que l'Algérie tombe, qu'elle tombe en faillite, mais elle est toujours debout. C'est ça peut-être la réponse de ceux qui sont un petit peu partisans de ce système. En parlant de compétences, ça fait 2 mois, ou 3 mois, ou 4 mois, tellement je l'ai su, il y a le ministre des Finances, et on va rentrer dans des détails incroyables. Un ministre des Finances qui vous dit que la Banque d'Algérie, je n'ai aucune maîtrise sur la Banque d'Algérie. Un ministre du Commerce qui avait demandé à un certain moment aux producteurs d'huile d'arrêter la production de l'huile de 5 litres pour résoudre le problème d'huile en Algérie. Un autre ministre du Commerce, pas du Commerce, d'Industrie. Et qui est actuellement le ministre de l'Intérieur. C'est le même. L'ancien ministre de l'Industrie, tellement il est bon et compétent, le ministre de l'Intérieur. À un certain moment, il leur a dit la solution, c'est faire du troc avec les pays africains. Et tout ça existe toujours sur le réseau. La solution pour je parle du ministre de l'Industrie. La solution pour l'Algérie, c'est de faire du troc. C'est ça les compétences qu'on cherche. Ils ne vont rien trouver. Parce que ce n'est pas la compétence qu'ils cherchent, c'est l'allégeance. Mais est-ce qu'ils ont réussi quand même à rester debout depuis tout ce temps, M. Zrenish? Pardon? Comment ça se fait qu'ils ont réussi à rester debout toujours dans le système depuis 62? Ils sont toujours là, avec toute leur incompétence, avec toutes ces bricoles, mais ils ont réussi à garder quand même le pouvoir, si je peux dire, sur l'Algérie et l'Algérien. Parce qu'il y a en Algérie une sphère encore plus bête que le régime algérien, c'est l'opposition algérienne. L'opposition algérienne, elle est encore plus bête que le régime algérien. Quand l'occasion s'est présentée pour former un front politique et présenter au peuple algérien un deal siyasi, une alternative politique. Qu'est-ce qu'elle a dit l'opposition algérienne? Non à l'organisation. On ne s'organise pas. On est en train de payer l'hypocratie. Voilà. Et il y a encore toujours des gens qui considèrent ces gens-là
faisons partie de l'opposition algérienne. Quand une occasion historique, un miracle politique s'est présenté, المعارضة الجزائرية الموجودة في الميدان قالت لا لتنظيم الحراك لا نتنظم دب المأمورة. Vous savez, moi j'en suis arrivé à ne plus critiquer autant ce régime-là, pour ne pas m'opposer pour finir, grosso modo. Vous avez vu l'accident du bus, la catastrophe, il y a le bus hier ou avant-hier. Hier matin, il faut bien comprendre, laissez-moi finir s'il vous plaît. L'état d'esprit de la population, لحقت الساعة يعني ربي Dieu, maître, je vais vous faire un petit parallèle. Vous voyez les chiffres en Italie, en Espagne, en France, sur le nombre de personnes âgées qui décèdent à cause de la canicule. On parle de 20 000, de 25 000, ça dépend le pays. Vous pensez qu'en Algérie, nous n'avons pas de personnes âgées qui décèdent? Nous en avons plein. Mais ces chiffres, vous ne les trouverez nulle part. Ce n'est pas la faute au régime. Ce n'est pas la faute à Tibon ou au Premier ministre. Ça, c'est l'état d'esprit de la population. ولحقت الساعة مات ربي الله غالب إنا لله وإنا راجعون. On n'a pas la mentalité. On n'a pas la même mentalité que les Français, que les Italiens, que les Espagnols, pour qu'on puisse nous comparer à des sociétés qui ont évolué. Donc, Wallah, yani صاحبي, j'aime pas parler de Tibon parce que chaque fois que je parle de lui, je me trouve au commissariat. Monsieur Zrelich, on va essayer de parler maintenant de la CNAPES qui a été dissoute cette semaine. Restez avec nous, je reviens à vous, juste après cette intro. Monsieur Hamid Loulou, donc cette décision de dissoudre la CNAPES a provoqué de vives réactions. On va écouter, par exemple, la réaction du Parti des travailleurs dans ce communiqué. J'en viens à vous. Le Parti des travailleurs a appris avec consternation la décision de justice rendue aujourd'hui, 28 juillet, par le tribunal administratif de Bir Moulad Raïs, portant dissolution du syndicat national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l'éducation nationale, CNAPES, qui a décidé de faire appel. Il exprime sa profonde inquiétude sur ce développement gravissime et sans précédent qui sape les fondements de la démocratie en général en confisquant la liberté des travailleurs de s'organiser en toute indépendance en syndicat en particulier. Le Parti des travailleurs exprime sa pleine et inconditionnelle solidarité avec le CNAPES et s'adresse à nouveau au président de la République, garant de la Constitution et des droits fondamentaux, pour stopper un développement dont les conséquences pourraient être imprévisibles. Monsieur Hamid Loulou, des conséquences qui pourraient être imprévisibles, un développement graphisme, c'est quoi? On est en train de vivre un cauchemar en Algérie. On permet à quiconque d'activer même l'un des plus grands syndicats, peut-être le plus grand syndicat autonome. Il a été même dissous. C'est où on est arrivé à quel point, monsieur Loulou? Il était temps, hein? Il était temps. Non, mais trêve de plaisanterie. Mais si j'étais supporter de ce régime, je dirais il était temps. Il faut se débarrasser de tous ces voyous. TEJ, MDS, tous les partis indépendants. Monsieur Zrelich, qu'on a failli mettre en prison parce qu'il voulait créer son propre parti. Non, mais ça ne me surprend pas. Et justement, moi, j'ai envie de faire un petit rappel. Et ça rentre dans ce cadre de cette discussion. Il est très difficile pour moi de venir de discuter de la politique algérienne quand il n'y a pas de politique. Pourquoi je dis ça? Sans aller loin dans l'histoire, dans les années 60, 2019, décembre 2019, 12-12-2019, pseudo-élection présidentielle.
pendant un an, ou plus d'un an après cette pseudo-élection, les Algériens par millions continuaient à sortir, à braver les interdictions pour dire ما كانش انتخابات مع العصابات كليتوا البلاد للسراقين استقلال استقلال استقلال. Qu'est-ce qui a fait arrêter le peuple algérien? C'était le Covid. Et bien sûr, les services de sécurité ont repris la main sur la situation. Et comment voulez-vous que moi je reconnaisse ce régime? Souvenez-vous, à cette époque, les premiers ministres nommés, ils ne pouvaient même pas aller sur le terrain parce que les gens étaient dehors et ils leur criaient dessus. Et on se retrouve devant un état, un effet d'état accompli. C'est parce qu'on n'a pas le choix. Tout le monde n'est pas M. Zrilech, tout le monde n'est pas Tabou, tout le monde n'est pas Fathi Ras, tout le monde n'est pas Tajadid, tout le monde n'est pas Brahim Lalami, tout le monde n'est pas militant pour continuer à militer dehors dans la rue et être résilient. Si le peuple s'est arrêté parce qu'il n'a pas le choix pour le moment, mais croyez-moi, Wallahi, ça va revenir. Ça va revenir avec toute non-violence. On aura le dessus parce que ça ne peut pas continuer. C'est pas possible. C'est pas possible, ça ne peut pas continuer. Nous sommes dans une situation qui est intenable. Et d'ailleurs, il y a des signes annonciateurs. Et moi, d'ailleurs, je vais dire quelque chose de choquant. Et je suis d'accord avec M. Zrilech. J'étais peut-être avec certaines personnes, y compris lui-même, peu de personnes à appeler pour cette organisation. Moi, j'ai même appelé à une coordination. J'avais pris contact avec des gens en coordination et j'ai été attaqué de toutes parts parce qu'on a dit personne ne peut récupérer ce mouvement. Et ce qui m'a fait penser que c'était venu aussi de l'intérieur du système. Parce qu'au sein du système, il y a des gens qui se battent contre le système. Alors, il y en a qui veulent reprendre la main pour eux-mêmes. Et je suis d'accord avec le chiffre qu'il a donné, les 5 millions d'Algériens qui supportent ce système d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est basé sur des écrits académiques. Ce ne sont pas mes écrits, mais on sait que les régimes autoritaires se basent sur 5 à 7% de leur population qu'ils arrivent à mobiliser d'une manière ou d'une autre. Chantage, clientélisme, corruption, violence, etc. Faites vos calculs, 45 millions d'Algériens. Si vous avez 5 millions qui supportent l'Algérie, c'est à peu près entre 5 et 10%. Donc, ces chiffres sont à peu près exacts. Et comment voulez-vous qu'on vienne ici, qu'on fasse un débat ou une analyse alors que le cadre n'est pas propice? Quand je dis le cadre politique. Parce qu'il n'y a pas de, comment dirais-je, en anglais on dit baseline, c'est-à-dire quelque chose de comparatif. On ne peut pas comparer des technocrates, parce que les Français ont un gouvernement non, on n'a jamais eu de gouvernement de politiciens. Et je suis d'accord avec M. Halimi, on a besoin de politiciens, de vrais politiciens qui sont à l'écoute du peuple et auxquels ils rendront des comptes. Un technocrate, il n'a pas à rendre de compte. Vous voyez toutes ces contradictions, mais le cadre pour le critiquer n'existe pas, surtout en Algérie, et ça pose problème. Et encore un mot sur la diaspora, si vous voulez mobiliser la diaspora, particulièrement celle qui a très 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 bien réussi. J'en connais certaines avec qui je suis encore en contact. C'est pas parce qu'elles ont réussi en Algérie qu'elles ont fait des recherches et qu'elles ont trouvé des choses qu'elles ont inventées qu'elles vont faire pareil en Algérie. L'intellectuel qui réussit à l'étranger, il réussit pas seulement parce qu'il a un savoir ou il a des capacités, mais c'est l'environnement. Parce qu'un chercheur, et quel que soit le domaine, qu'il soit médecin, ingénieur, architecte, sociologue, anthropologue, quel que soit le chercheur, il a besoin d'un environnement sain et sauf. Il a besoin d'un environnement où il peut critiquer, il peut innover, où il se fait même de l'autocritique. Ça n'existe pas en Algérie, donc c'est pas
transposer les personnes, les prendre de là où ils ont réussi et les mettre en Algérie. Ils ne vont jamais réussir. D'ailleurs, ce projet, ils en parlent depuis plus de 50 ans et ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais parce que le cadre n'est pas propice, parce que les conditions ne sont pas propices, parce que vous voyez avec des voleurs, c'est pas possible. Très bien, monsieur Gamal Bina, vous le répétez, vous le dites que vous vivez dans la société occidentale, vous savez exactement, je suis sûr, l'importance de la société civile, un vrai encadrement de la société, l'importance des syndicats. En France, ils sont très forts, ils sont capables de mobiliser des millions pour essayer d'imposer, je veux dire, le choix des travailleurs, protéger le droit des travailleurs. Comment expliquer, est-ce que l'Algérie, le système algérien, est-ce qu'il est obligé d'arriver à ce point? Est-ce que ce n'est pas le moment de lancer des signaux positifs, de calmer les esprits, la peur, d'essayer d'effacer cette peur? Au lieu de faire ça, il est en train d'ajouter, si je peux dire, de l'huile au feu et avec cette dissolution de la CNAPES, ça a encore augmenté cette peur. Comment expliquer ces mauvais signaux, si je peux dire, M. Abina? Est-ce que vous les comprenez vous-même? Est-ce que vous comprenez ceux qui ont peur de ces agissements du pouvoir? Déjà, je n'ai pas eu connaissance de la décision du tribunal de Morad Raïs, que je connais d'ailleurs. Donc, je ne sais pas pourquoi qu'est-ce qui motive le choix de dissoudre ce syndicat. Après, je nuancerai le propos sur la puissance des syndicats en France. Ils mobilisent très peu. Les réformes des retraites sont passées tranquillement. Ils arrivent à faire 200 000, 300 000 personnes. C'est surtout les syndicats couplés aux politiques qui ont des résultats un peu plus conséquents. Mais les syndicats représentent moins de 7% des travailleurs de la fonction publique. Dans le privé, ils sont inexistants. Donc, il faut relativiser le rôle des syndicats. La société civile, vous avez raison de le rappeler, ça a été dit tout à l'heure, d'ailleurs un peu maladroitement, je dirais, de faire référence à la société civile qui se mobilise, donc le Hirak, et qui aurait entraîné des millions de personnes, et on n'a pas pu capitaliser sur eux, on n'a pas pu les coaliser, en faire des groupements politiques, simplement parce que le Hirak, comme d'ailleurs par analogie les Gilets jaunes, refusait les leaders politiques, ils refusaient de s'inscrire dans un mouvement politique, ils voulaient un mouvement populaire qui en finissait, il faut rappeler quand même la revendication principale, avec le 5e mandat, et ça a été atteint. Donc la question du Hirak, après, a migré vers autre chose. Évidemment, le politique va prendre la main dessus. Il s'est essoufflé à la fois parce qu'il y avait de moins en moins de monde, mais surtout parce que le Covid est arrivé, et puis surtout parce qu'effectivement, après l'élection présidentielle, la question de revoir un président en fauteuil roulant remis en place alors qu'il était incapable de pouvoir gérer le pays était problématique. C'est ça qui nous a fait descendre dans la rue. C'est pas le fait de vouloir en finir avec le pouvoir au sens large du terme. Toutes les institutions, on n'a pas envie de les mettre par terre et ce serait vraiment gravissime de penser ça. Donc moi je dirais simplement, je connais pas la décision, je sais pas qu'est-ce qui a motivé le choix de dissoudre cette organisation, ce syndicat. Ça arrive, c'est déjà arrivé un peu partout dans le monde, c'est pas le problème. Je pense qu'effectivement, quelle que soit la raison pour laquelle, j'ai pas eu le temps de vérifier malheureusement, j'aurais pu vous répondre. Mais je pense effectivement que ce n'est pas forcément utile de dissoudre un syndicat parce que ce n'est pas vraiment, pour moi, une organisation inquiétante. Ça me paraît vraiment marginal. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont été dissous? Je ne sais pas. Mais je dirais simplement, c'est que pour qu'il y ait une ouverture de société civile qui fonctionne... Pour juste vous donner une idée, le secrétaire national de ce syndicat a été sous contrôle judiciaire parce qu'il a appelé à une grève dans un secteur. C'est ça, en général, c'est parce qu'ils essaient de faire leur travail. Parce que appeler à une grève, ça fait partie des responsabilités d'un syndicat. Je suis d'accord avec vous, appeler à une grève. Après, ça dépend des conditions, ça dépend avec qui, ça dépend s'il est politisé ou pas. Vous savez, vous avez en France la CGT qui est très proche du Parti communiste, très proche de la gauche. Quand elle appelle à une grève, c'est aussi un geste politique, ça n'est pas anodin. Ils ne vont pas la dissoudre à cause de ça, monsieur Abina, en France? Non, ils ne vont pas les dissoudre. Aux États-Unis, ils le font régulièrement. En France, moi, je suis d'accord avec vous. Mais je dirais simplement, c'est vrai que le principe de la puissance syndicale, pour moi, est très... On peut en discuter. Je pense que les partis existent en Algérie, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Ça ne plaît pas aux gens, mais les partis existent, s'engagent politiquement, essaient de réformer. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce dont l'Algérie a besoin, c'est effectivement de mettre des compétences de haut niveau au bon endroit. C'est ça qu'il faut. Pour moi, tout le reste, c'est du blabla. Je ne suis pas politique, je vous l'ai déjà dit, je le répète tout le temps. Et j'entendais tout à l'heure une attaque directe, un peu ridicule comme d'habitude. Mais enfin, j'ai l'habitude maintenant de quelqu'un qui a la rage parce qu'il ne sera jamais médiatique. C'est M. Jrilesh, parce qu'il avait sa radio Sarbacane qui lui a été saisie et qui n'arrête pas de tirer un boulet rouge sur des gens comme nous qui avons le courage de retourner en Algérie et qui nous présentons dans les médias algériens pour donner une parole différente, une ouverture à la diaspora que nous sommes. Lui n'a pas ce titre-là, nous on l'a. Et je ne vois pas pourquoi ce monsieur s'autorisera à dire vous ne venez pas dans les médias algériens. C'est intolérable. S'il avait des qualités, des compétences particulières, peut-être qu'il pourrait monter dans les médias et faire un discours un peu plus mesuré, un peu plus... Vous savez très bien, M. Abina, que les médias en Algérie, pour avoir une chance d'être invité, il y a beaucoup plus de conditions que ça. De toute façon, on va essayer de passer à la dernière sujet. On a quelques minutes
qui reste pour cette émission. Il faut bien parler de ce carnage, de cet accident routier à Boumardes qui a coûté la vie à 27 Algériens. Restez avec nous. Monsieur Abdelkrim Azrel, je vous ai parlé de ce carnage qu'on a vécu, l'Algérien sous moi, après cet accident qui a coûté à 27 personnes, la vie à 27 personnes, à plus de 40 blessés. On va écouter la déclaration de M. Sifi, le Premier ministre, sur cet accident. C'est surtout ce qu'il avait dit sur les responsabilités de ce genre d'accident. On va essayer de l'écouter. إثر هذه الفاجعة الأليمة التي لمت بنا اليوم في هذا اليوم الحزين وبتكليف من السيد رئيس الجمهورية انتقلت بوفد من الوزراء أولا لمعاينة مكان الحادث ثم انتقلنا إلى المستشفيات بومرداس زميرلي مصطفى باشا وباب الواد للوقوف على الحالة الصحية للجرحى وأين كم تقديم كل التوجيهات اللازمة للتكفل الأمثل بالجرحى وما عسانا إلا أن نقول إن الله وإنا إليه راجعون. والنداء الأخير لسائقي الحافلات: أرواح المسافرين أمانة في أعناقكم، أمانة في أعناقكم. Monsieur Abdelkrim Azrel, avant même de conclure, s'il y a une enquête, on ne sait pas encore exactement les causes de cet accident, mais pour M. Sifi, c'est clair, c'est les chauffeurs, puisqu'il a appelé les chauffeurs à prendre en considération leur responsabilité à transporter des vies humaines. Comment vous jugez cette déclaration, M. Abdelkrim? Abdelkrim Azrel, vous m'avez entendu? Voilà. Je vous disais qu'il faut bien trouver un alibi, il faut bien trouver comment retirer la responsabilité du gouvernement. Je me rappelle, lors de l'accident de Harrach, le bus de Harrach, au fin de compte, le responsable, c'était le receveur et le chauffeur. Et pourquoi ça va changer? Et même aujourd'hui, même il y a eu un autre accident de bus. Mais vous savez, les accidents de bus, c'est normal. Qu'il y ait des accidents de la route, c'est normal. On va essayer de ne pas rentrer dans cette théorie du complot et garder l'esprit sain, malgré que c'est un peu difficile en Algérie. Ce qui n'est pas normal, c'est la redondance. C'est le nombre d'accidents par mois. Voilà ce qui n'est pas normal. Et quand on parle du souci de pneus, c'est dégradant. C'est dégradant pour moi de parler. On a un problème de pneus, on a un problème de pièces détachées. Ce gouvernement a diminué l'Algérien. Il nous a diminué. Ces gens-là nous diminuent. Maintenant, je parle devant un certain Abina qui vit à Paris. Et moi, je dis, j'ai pas de pneus. Et le monsieur ose dire que je n'ai pas les compétences de passer dans une chaîne algérienne qui est payée par mon argent. Parce que moi, je paie mes impôts en Algérie. Lui, il ne paie pas d'impôts en Algérie. Cette chaîne est payée par mes impôts. Et plus de ça, nous n'avons pas besoin de passer dans ces chaînes-là. Nous pouvons créer nos propres chaînes, comme ça se passe partout dans le monde. Et j'imagine que M. Abina est très bien placé pour le savoir. Sauf nous, en Algérie, ce pays parfait que M. Abina et ses acolytes ne cessent de décrire. On n'a pas le droit de créer nos propres chaînes. C'est impossible de créer. Si demain matin, M. Abina décide de créer une chaîne de télévision à Paris, ça lui prendra 24 heures d'avoir les documents. C'est Abdelkrim Zrelj décide
de créer une chaîne de télévision en Algérie, au pire des cas, je vais finir au tribunal. Pas au pire des cas, c'est-à-dire s'il n'y a pas de problème, au contraire, je vais finir au tribunal. Monsieur Abina, Allah yani, ici c'est l'Algérie. Venez vivre ici un mois et faites des affaires ici. Essayez de créer votre... Bon, peut-être que vous êtes... Ça passera. Parce que vous êtes de leur côté. Mais si vous n'avez pas le droit d'exister, si vous ne faites pas partie d'eux, c'est ça le problème. On n'a pas le droit d'exister. C'est ça le souci. On ne veut pas passer à France, plutôt à Alger 24. On veut créer nos propres chaînes de télévision. Merci. Merci. Monsieur Hamed Loulou, un mot sur Soukarna. J'aimerais bien d'abord voir cette vidéo. On a essayé de regrouper un petit peu les catastrophes depuis la catastrophe de l'Hara jusqu'à maintenant, une année. On a vécu, les Algériens ont vécu beaucoup de drames. On va essayer de résumer un petit peu ces drames, si je peux dire. Et je reviens à vous, monsieur Loulou. أرواح المسافرين أمانة في عناقكم أمانة في عناقكم أمانة في عناقكم. Monsieur Loulou, on n'arrête pas de vivre des drames et bien sûr, Monsieur Tebboune, il est toujours en train de chercher les compétences pour essayer d'un petit peu de diminuer ces drames. Mais voilà, l'Algérien, il vit des moments difficiles et on cherche toujours les responsabilités. Alors, je vais approcher cette question du point de vue technique vite fait et rapide et après je ferai ma conclusion. 2021, 2643 décès, 11 000 blessés. 2023, 3628 morts, 33 995 blessés, 24 751 accidents. 2024, 3740 morts, 35 556 blessés, 26 271 accidents. 2025, 33 838 morts, 37 000 blessés, etc., etc. Ces chiffres, j'ai essayé de croiser les différentes sources et beaucoup parmi eux, ou parmi elles, ils avaient dit qu'elles avaient tenu ces chiffres à partir des institutions qui sont en Algérie, sous couvert d'anonymat, etc. On a entendu parler que des cas choquants, Harrach 2025, 18 morts asphyxiés dans la mer de Hashakum. Bachar, 14 morts. Et enfin, Boumerdas, 27 morts. Jusqu'à maintenant, peut-être le chiffre va s'élever parce qu'il y a aussi des blessés graves. Allah yarhamhum, Allah yarhamhum, Allah yarhamhum. Le problème, c'est que effectivement, la responsabilité est partagée. Nous avons des chauffards, nous avons des voyous de la route. Nous avons des gens qui réfléchissent pas. On a vécu en Algérie, on a vu ça. C'est des gens, c'est des kamikazes. Mais quand vous êtes dans un pays où il n'y a pas de responsabilité, parce que quand vous n'êtes pas responsable, et d'ailleurs, la réaction, à chaque fois qu'il y a un drame, la première réaction, c'est le chauffeur, c'est le receveur, c'est des pyromanes qui ont mis le feu, c'est jamais leur faute. Ils ne prennent jamais de responsabilité. Et c'est ça le système de police politique. C'est pour ça que moi j'insiste sur ce système politique, parce qu'il déresponsabilise. Parce qu'on ne sait pas qui. Demain on va arrêter M. Zrilech, on ne sait pas qui va l'arrêter. Parce que
celui qui va venir l'arrêter, il n'est même pas tenu de présenter sa pièce d'identité ou bien sa carte professionnelle, dire qu'il est gendarme ou policier ou du ministère de la Défense. Quand vous faites refouler à l'aéroport, c'est la même chose. On a eu des échos où qui vous a fait ça lors des venues. Et c'est venu d'où? C'est venu d'où? C'est la non-responsabilité. Et quand il n'y a pas de responsabilité, donc vous n'avez pas de compte à rendre. Mais je suis d'accord que le peuple aussi a sa part de responsabilité. Mais quand les routes sont dégradées, quand par exemple, quand vous faites une infraction, et d'ailleurs je ne mets pas tous les responsables dans le même sac, j'ai toujours dit que dans les institutions, il y a des gens, des hommes, des femmes honnêtes qui aiment leur pays, et si le pays tient debout, parce que vous avez posé la question, comment se fait-il qu'il tienne depuis 60 ans? Il tient debout pour deux choses. Une, parce que nous avons des ressources naturelles, et comme M. Zrilech l'a dit, ça rentre, l'argent rentre. De deux, nous avons des compétences honnêtes qui restent dans le pays. Et aussi parce que j'ai perdu le fil. Je vous parle et je pense à tous ces morts qui sont morts bêtement. Et justement, les gens qui sont dans l'administration, la corruption, on ne parle jamais de corruption. Combien de gens se font arrêter par la police pour infraction, on leur retire le permis et la personne, parce qu'elle a des connaissances ou bien il a de l'argent, il va au commissariat et il récupère son permis sans aucun problème. Ça, c'est notre problème. Pourquoi vous laissez rouler tous ces camions? Vous dites que les bus, ils sont responsables. Qui leur a donné la carte grise? Qui, au niveau de la préfecture, leur a donné la carte grise? Qui leur a donné l'assurance? Qui a fait le contrôle technique pour s'assurer que les freins marchent? Il y a des voitures, on a vu des camions, des transports où les passagers pouvaient voir le châssis, pouvaient voir la route. Comment se fait-il que ce genre de camions ou de bus continue à rouler? Parce qu'il n'y a pas de contrôle, parce que les institutions sont prises en otage. C'est ça le problème. Et comment se fait-il que l'Algérie marche? Elle marche peut-être à 10-15% de son potentiel. Si on pouvait nettoyer ce pays de ces voyous, comme les ont appelés le peuple, hein, Serraqin, ما كانش انتخابات مع السراقين يمشوا كامل السراقين. À ce genre-là, à ce moment-là, le pays reprendra, et le pays décollera et le pays se libérera. Et croyez-moi, les gens qui viennent ou qui venaient nous parler de Bouteflika, ils disaient exactement le même discours, Et ce pseudo-président, il faisait la courbette à Bouteflika pendant 20 ans. Il a mangé dans la main de Bouteflika et maintenant il vient nous dire que lui, il n'était pas voyou, il était victime. Malheureusement, M. Hamid, on est arrivé à la fin de cette émission. J'aurais aimé bien continuer avec vos super analyses, mais bon, on est arrivé à la fin. Merci beaucoup, Hamid Lelou, directeur de la Run for Democracy en Algérie à partir de Washington. Je vous remercie. Monsieur Gamal Abina, analyste politique à partir de Paris. Je vous remercie. Atek Saha. Bien sûr, Abdelkim Zrilech, journaliste et militant politique à partir de Constantine, et Djihad Halimi, militant politique à partir de Montréal, Canada. Et bien sûr, je vous remercie, chers téléspectateurs, et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain. Assalamu alaikum wa rahmatullah.